En 2022, le Burkina Faso paraissait irréversiblement brisé. 3 ans plus tard, les corridors rouvrent, les marchés se remplissent et des villages reprennent souffle, lentement mais sûrement. Comment lire ce renversement? Et que dit-il du pari d'Ibrahim Traoré? Reconstruire par le quotidien avant le politique. Derrière chaque route praticable, une chaîne s'enclenche. Mobilité retrouvée, vivres qui circulent, écoles qui rouvrent, familles qui reviennent, puis activité agropastorale qui redémarre comme un réseau latent. Si une brique cède, l'édifice vacille, et toute la région le ressent. Ce récit ne cherche pas à célébrer un homme, ni à produire une narration héroïque. Il vise autre chose, comprendre avec précision comment un pays ravagé par des années de guerre peut retrouver une cohérence structurelle minimale sans dépendre d'un retournement extérieur soudain. L'enjeu pour vous est clair, disposer d'un cadre d'analyse sobre, débarrassé de la rhétorique politique, pour lire des mécanismes concrets plutôt que des slogans. Car ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement ses frontières. La séquence observée sous Ibrahim Traoré interroge une idée souvent admise, celle selon laquelle la stabilisation doit d'abord venir d'accords diplomatiques ou d'aides massives. Ici, la logique semble inversée. Les progrès visibles, routes rouvertes, marchés actifs, terres remises en culture, ne sont pas des symboles mais des points d'ancrage. La promesse de cette analyse est simple. Démonter, étape par étape, les leviers réels de ce redressement, identifier ce qui tient, ce qui reste fragile, et surtout ce qui pourrait être transposable ailleurs. Une question traverse tout le parcours. À quelles conditions une stabilisation cesse-t-elle d'être temporaire pour devenir durable? Le renversement commence plus tôt qu'on ne l'imagine, et il est mesurable. Entre 2022 et 2025, près de 70% des zones auparavant considérées comme perdues passent du statut d'inaccessible à partiellement sécurisé, modifiant immédiatement la circulation, l'approvisionnement et le retour des populations. Ce chiffre n'indique pas une victoire totale, il signale une inversion de tendance. Là où les routes redeviennent praticables, même de façon intermittente, les familles testent le retour. Là où les familles reviennent, les marchés rouvrent, et là où les marchés rouvrent, les activités agro-pastorales redémarrent. Cette chaîne causale, simple en apparence, était absente pendant des années de conflit. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer le pays dans son point de départ. En 2022, le Burkina Faso cumulait 3 fractures simultanées, une pression armée continue, un isolement territorial massif et un effondrement des circuits économiques locaux. La guerre ne détruisait pas seulement des villages, elle dissolvait la mobilité, condition minimale de toute vie sociale et productive. Le choix stratégique impulsé par Ibrahim Traoré intervient précisément à ce niveau. Plutôt que de viser d'emblée une normalisation institutionnelle abstraite, l'accent est mis sur des fonctions concrètes, sécuriser des axes, rétablir des flux, permettre des usages quotidiens. Cette approche n'élimine pas le risque, mais elle le rend gérable. Les routes rouvertes ne sont pas seulement des lignes sur une carte, elles deviennent des artères vitales. Dans ce contexte, chaque corridor restauré agit comme un multiplicateur. Les vivres circulent, les services de base réapparaissent, et les communautés retrouvent une capacité d'organisation minimale. Le redressement n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. Et c'est précisément cette accumulation discrète qui marque la rupture avec la phase précédente du conflit. Pour saisir les premiers effets concrets de cette stratégie, il faut quitter les cartes générales et regarder à hauteur d'homme. Le redressement ne s'incarne pas dans une figure unique, mais dans une constellation d'acteurs locaux qui matérialisent sur le terrain l'orientation voulue par Ibrahim Traoré. Leur rôle n'est pas de produire un récit politique, mais de traduire une sécurisation minimale en usage quotidien durable. Dans plusieurs villages du centre-nord, la séquence se répète avec de légères variations. Une route principale est sécurisée, les patrouilles deviennent régulières. Puis, très vite, une présence civile s'installe. Policiers mobiles, médiateurs communautaires, agents logistiques. Cette continuité change tout. Elle transforme une zone tenue en espace habitable. Dans l'un de ces villages, une école improvisée a pu rouvrir après 3 années d'interruption. Les bancs étaient rudimentaires, les effectifs réduits, mais le signal était clair. La vie collective reprenait. Un second microcas illustre la même logique à travers l'économie. À Gabou, la réhabilitation d'un ancien canal d'irrigation
a permis à quelques dizaines de familles de reprendre la culture du riz et des tubercules. La récolte n'était pas exceptionnelle, mais suffisante pour relancer un marché hebdomadaire disparu depuis le conflit. La sécurité ici ne produit pas directement de richesse, elle autorise sa réapparition. Ces situations révèlent un point essentiel. Une stabilisation purement militaire reste stérile si elle ne s'accompagne pas d'une réactivation des fonctions sociales élémentaires. École, marché, circulation, médiation. Ce sont ces éléments modestes en apparence qui fixent les populations et rendent les zones sécurisées plus résistantes aux rechutes. L'impact précoce n'est donc pas spectaculaire. Il est structurel. En réinstallant des routines ordinaires, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré transforme progressivement la sécurité en ancrage social. Et c'est précisément dans cette transition, encore fragile, que se joue la suite du processus. Le redressement du Burkina Faso ne s'opère pas d'un seul mouvement. Il suit une séquence précise, faite d'avancées mesurées, de tensions accrues, puis d'une stabilisation progressive qui se diffuse. Cette dynamique, aujourd'hui plus lisible, était loin d'être évidente lorsque les premières décisions ont été prises sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Déclencheur. La bascule initiale intervient dans le nord, là où plusieurs axes stratégiques étaient depuis longtemps sous contrôle de groupes armés. Lorsqu'une première brigade mobile reprend un corridor vital, l'effet est immédiat mais fragile. Quelques convois testent le passage. Des familles tentent un retour prudent. Une circulation minimale réapparaît. Ce moment est décisif. Il ne prouve pas la victoire, mais il démontre que le verrou peut céder. Les forces engagées ne se contentent pas de sécuriser ponctuellement. Elles étendent progressivement leur présence à d'autres points de tension, créant un effet d'entraînement. Chaque axe rouvert réduit l'isolement des zones voisines et augmente le coût logistique pour les groupes armés. Climax. La tension atteint son point culminant lorsque plusieurs axes principaux s'ouvrent presque simultanément. À ce stade, l'équilibre change. Les groupes armés reculent, puis tentent des contre-attaques ciblées. La réponse ne se limite plus au registre militaire. Des unités civiles sont déployées pour rester dans la durée, policiers, médiateurs, équipes logistiques. Leur mission est claire. Empêcher que les zones sécurisées ne redeviennent des espaces vides. Les écoles rouvrent par étapes. Les marchés reprennent forme. Les femmes réorganisent les circuits de vente. Chaque avancée crée aussi une vulnérabilité nouvelle. Si une zone chute, l'ensemble peut vaciller. Mais c'est précisément cette exposition qui révèle la logique stratégique. Multiplier les points d'ancrage civil pour rendre toute rechute plus coûteuse et plus visible. Rémanence. Une fois les premières zones stabilisées, les effets dépassent le champ sécuritaire. L'économie locale se remet en mouvement. Les agriculteurs remettent en culture des terres abandonnées. Les marchés deviennent des nœuds d'échange. Les anciens corridors humanitaires se transforment peu à peu en corridors commerciaux. Là où l'activité renaît, les populations s'installent durablement. Cette présence humaine renforce la sécurité locale, qui à son tour facilite la poursuite des activités économiques. La stabilisation cesse alors d'être principalement militaire. Elle devient socio-économique. Cette séquence n'a rien d'automatique. Elle repose sur un enchaînement précis. Sécurisé, occupé civilement, réactivé, puis ancré. Si l'un de ces maillons se rompt, l'ensemble ralentit, mais lorsqu'ils fonctionnent ensemble, ils produisent une dynamique cumulative. C'est cette architecture séquentielle, patiemment construite, qui distingue la trajectoire actuelle du Burkina Faso d'une simple accalmie temporaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le redressement prend la forme d'un processus tendu, exposé mais orienté vers la durée plutôt que vers l'effet immédiat. Pour évaluer la portée réelle du redressement engagé, il faut quitter le registre narratif et s'appuyer sur des indicateurs mesurables. Sans ces repères chiffrés, la reconstruction resterait une impression. Avec eux, elle devient un mécanisme observable. 3 indicateurs permettent de lire la dynamique en cours sous la direction d'Ibrahim Traoré, en articulant sécurité, production et économie. Premier indicateur, la sécurisation territoriale. En 2025, 28 bataillons d'intervention rapide sont déployés dans les régions les plus sensibles du nord et du centre. Grâce à ce dispositif, près de 70% des zones auparavant contrôlées par des groupes armés sont désormais classées comme partiellement sécurisées. Ce pourcentage ne signifie pas un contrôle total et définitif. Il décrit une bascule fonctionnelle. Des axes redeviennent praticables, les déplacements reprennent
et les services de base peuvent opérer de nouveau. Chaque route rouverte agit comme un levier immédiat car la mobilité conditionne l'accès au marché, aux soins et à l'éducation. La sécurité ici n'est pas une fin, elle est une condition d'usage. Deuxième indicateur, la production agricole. En 2025, la production nationale de riz atteint environ 1,5 million de tonnes, soit une hausse estimée à 25% par rapport à 2023. Cette progression ne relève pas d'un simple effet conjoncturel. Elle traduit la remise en exploitation de terres abandonnées pendant le conflit. Le retour des agriculteurs dans leurs villages, combiné à l'amélioration des semences, des outils et des systèmes d'irrigation, permettent une augmentation réelle des rendements. Cette hausse renforce l'autosuffisance alimentaire, réduit la dépendance aux aides extérieures et stabilise les revenus des ménages ruraux. Produire davantage signifie aussi alimenter des marchés locaux redevenus accessibles. Troisième indicateur, la dynamique de l'emploi. Entre 2023 et 2025, certaines zones enregistrent une baisse du chômage d'environ 15%. Ce chiffre ne reflète pas une industrialisation rapide, mais une reprise diffuse. Les marchés revitalisés, les petites entreprises relancées et les coopératives féminines réorganisées créent des opportunités économiques modestes mais nombreuses. L'effet est cumulatif. Plus de production entraîne plus d'échanges, ce qui incite les populations à rester sur place plutôt qu'à migrer. Cette présence humaine renforce à son tour la sécurité locale, créant un cercle vertueux. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une structure cohérente. La sécurisation permet la mobilité. La mobilité relance la production. La production alimente l'économie locale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette séquence transforme le redressement en processus mesurable. Elle reste fragile, exposée au choc, mais elle cesse d'être abstraite. Elle devient lisible, étape par étape. Le débat autour de la trajectoire actuelle du Burkina Faso se structure autour de deux lectures opposées. Les présenter dans leur version la plus solide permet d'en mesurer la cohérence sans caricature ni simplification excessive. Position des critiques. Selon eux, la montée en puissance des forces de sécurité et le rôle central de l'appareil militaire comportent un risque structurel. La stabilisation pourrait reposer durablement sur la contrainte plutôt que sur la consolidation institutionnelle. Dans cette perspective, la sécurité obtenue serait réelle, mais fragile, dépendante d'un effort constant et coûteux. Le danger identifié est celui d'une stabilité apparente, qui retarde la reconstruction d'institutions civiles autonomes et alimente à terme une concentration du pouvoir. Pour ces observateurs, la question n'est pas de nier les progrès visibles, mais de s'interroger sur leur soutenabilité politique et démocratique. Position des défenseurs. A l'inverse, les partisans de la stratégie actuelle soutiennent qu'aucune réforme durable n'est possible sans sécurité minimale. Ils rappellent que, dans un contexte de guerre diffuse, les institutions civiles ne peuvent fonctionner que si les territoires sont accessibles et les populations protégées. La sécurisation des axes a permis la réouverture des marchés, la reprise de l'agriculture et le retour progressif des familles déplacées. Dans cette lecture, l'action militaire n'est pas une finalité, mais un socle temporaire destiné à permettre la réimplantation des structures civiles. Sans ce préalable, toute réforme resterait théorique, confrontation aux faits. Les données de terrain apportent des éléments à ces deux lectures. Là où les routes sont sécurisées, la production augmente. Là où la production augmente, les marchés rouvrent. Et là où les marchés rouvrent, les populations reviennent. Cette chaîne observable renforce l'argument des défenseurs. Toutefois, le risque soulevé par les critiques demeure. Sans consolidation civile parallèle, la stabilisation peut s'éroder. La trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré semble consciente de cette tension. Elle ne l'a pas résolue, mais elle l'expose clairement. La suite du processus dépendra de la capacité à transformer un socle sécuritaire en institution durable. À ce stade du processus, un basculement décisif apparaît. La stabilisation ne repose plus principalement sur l'action militaire, mais sur la manière dont les communautés locales se réapproprient l'espace une fois la sécurité minimale assurée. Ce déplacement du centre de gravité, longtemps sous-estimé, modifie profondément la trajectoire du redressement engagé sous Ibrahim Traoré. Dans plusieurs zones du nord et du centre, la présence continue d'unités civiles
transforme l'effet des corridors sécurisés. Au départ, les marchés rouverts sont modestes, parfois précaires. Pourtant, ils deviennent rapidement les premiers indicateurs d'une stabilisation durable. Ce sont des lieux où se croisent producteurs, commerçants, familles revenus et médiateurs locaux. La sécurité crée l'ouverture, mais ce sont ces interactions ordinaires qui produisent l'élan. Un élément ressort avec constance, le rôle structurant des acteurs communautaires, en particulier les coopératives féminines. En reprenant les circuits du riz, du maïs ou des produits de pastoraux, elles réactivent une économie locale qui ne survivait jusque-là que par fragments. Cette reprise n'est pas spectaculaire, mais elle est persistante. Elle fixe les populations, stabilise les revenus et réduit l'attractivité des groupes armés. C'est ici que s'opère le midpoint du récit. La stratégie ne consiste plus seulement à tenir le terrain, mais à rendre la rechute coûteuse socialement. Une communauté qui produit, échange et organise sa vie quotidienne devient beaucoup plus difficile à déstabiliser qu'une zone simplement occupée. Cette logique, anticipée dès les premières décisions d'Ibrahim Traoré, révèle une idée clé. L'État ne reconstruit pas à la place des habitants. Il crée les conditions pour qu'ils reconstruisent eux-mêmes. Les effets du redressement engagé sous la direction d'Ibrahim Traoré ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient sur 4 niveaux distincts, chacun évoluant à son propre rythme, mais tous reliés par la même mécanique de stabilisation progressive. Au niveau des populations, dans les villages autrefois abandonnés, le retour des familles transforme le quotidien. Les déplacements redeviennent possibles, les marchés rouvrent, les écoles recommencent à fonctionner. Cette normalisation reste fragile, mais elle redonne aux habitants une marge d'action élémentaire. Cultiver, vendre, se déplacer sans peur constante. Ce changement n'est pas spectaculaire. Il est pourtant décisif, car une communauté qui retrouve des routines ordinaires devient moins vulnérable aux pressions armées. La sécurité physique commence alors à se transformer en sécurité sociale, au niveau de l'économie locale. Dans les régions reliées par des corridors sécurisés, l'activité économique se recompose autour de marchés structurants. Les coopératives féminines redonnent de la cohérence aux circuits commerciaux, tandis que la reprise agricole soutient la création d'emplois. Les canaux d'irrigation restaurés améliorent les rendements, ce qui renforce les revenus des familles. Cette dynamique crée une boucle auto-renforçante. Producteurs, commerçants et consommateurs se stabilisent mutuellement. C'est précisément ce type de cercle vertueux que la stratégie portée par Ibrahim Traoré cherchait à déclencher, au niveau social et communautaire. La stabilisation territoriale permet aussi la reconstruction de liens sociaux profondément endommagés. Les déplacés internes, de retour dans leur village, réintègrent progressivement leur structure communautaire. Les comités locaux, appuyés par les unités civiles, reprennent la médiation des conflits, l'entretien des infrastructures et l'organisation de la vie collective. La réouverture des écoles joue un rôle central. Elle réinstalle un horizon de long terme, indispensable pour que les familles choisissent de rester. Cette recomposition sociale, bien que inégale, tisse un filet de stabilité discret mais résistant, à l'échelle régionale. Enfin, les effets dépassent les frontières nationales. La stabilisation relative du Burkina Faso réduit la pression migratoire vers les pays voisins et limite l'expansion transfrontalière des groupes armés. Les corridors sécurisés deviennent des axes de transit régional, facilitant certains échanges économiques. Bien que fragile, cette dynamique renforce la position diplomatique de Ouagadougou dans un Sahel marqué par de fortes tensions. L'approche de reconstruction interne associée à Ibrahim Traoré projette ainsi une influence stabilisatrice au-delà du cadre national. Pris ensemble, ces 4 niveaux révèlent une transformation structurelle. La stabilisation ne repose plus uniquement sur la sécurisation des territoires, mais sur leur réactivation complète. Et c'est cette articulation entre quotidien, économie, société et région qui donne au redressement sa profondeur actuelle. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent ni de la spéculation gratuite, ni d'un récit alarmiste. Elles prolongent, chacune à leur manière, les mécanismes déjà enclenchés sur le terrain.
Imaginons différents scénarios, la consolidation prudente. Dans cette trajectoire, la stabilisation actuelle se maintient sans accélération majeure. Les corridors restent ouverts, parfois de manière intermittente, mais suffisante pour préserver la circulation des biens et des personnes. La production agricole continue de progresser à un rythme modéré, soutenant les marchés locaux sans les transformer radicalement. Les unités civiles conservent leur présence dans les zones clés, ce qui permet aux populations de rester et aux activités de se poursuivre. La paix demeure fragile, mais entretenue par une routine sécuritaire et économique désormais installée. Ce scénario prolonge l'existant, sans rupture ni effondrement. Scénario optimiste, l'élargissement de l'élan. Si la sécurisation s'étend à des zones encore instables, un changement d'échelle peut se produire. L'accès à de nouvelles terres permettrait une hausse plus marquée des rendements agricoles, attirant davantage d'initiatives économiques internes. Les marchés urbains se connecteraient plus étroitement aux zones rurales stabilisées, créant des chaînes d'approvisionnement plus robustes, les revenus des ménages augmenteraient de plus visiblement et la baisse du chômage deviendrait plus tangible. Dans cette configuration, l'État renforcerait sa capacité à projeter des structures civiles crédibles, consolidant la stabilisation au-delà du strict registre sécuritaire. Scénario défavorable, la fragmentation. A l'inverse, si certaines zones retombent sous pression armée, la dynamique positive pourrait se figer. Les déplacements de population reprendraient localement, les marchés les plus fragiles s'essouffleraient et les rendements agricoles pourraient stagner faute d'accès sécurisé aux terres. Ce scénario ne signifie pas un effondrement général, mais une reconstruction inégale. Certaines régions continueraient d'avancer, tandis que d'autres reculeraient, réduisant l'élan accumulé et rendant la trajectoire plus incertaine. Une grille de lecture commune. Pour analyser ces trois scénarios, une règle simple s'impose: observer d'abord la stabilité des corridors, ensuite mesurer la capacité des marchés à absorber la production. Enfin, vérifier la présence réelle et continue des structures civiles dans les zones récemment sécurisées. Si l'un de ces trois piliers faiblit, l'ensemble du système se déséquilibre. A l'inverse, lorsqu'ils se renforcent mutuellement, la stabilisation cesse d'être conjoncturelle pour devenir structurelle. La reconstruction en cours au Burkina Faso ne s'adresse pas uniquement aux acteurs locaux. Elle interpelle aussi, de manière plus discrète, trois catégories d'observateurs qui suivent cette trajectoire pour des raisons différentes, mais complémentaires. Groupe A, les analystes des dynamiques sécuritaires. Pour eux, la situation actuelle offre un laboratoire rare. Les zones partiellement stabilisées montrent quand même que la sécurité ne peut être évaluée uniquement par des cartes de contrôle territorial. Ce sont les flux humains qui disent la vérité du terrain: circulation retrouvée, marché actif, retour de population. Là où ces flux réapparaissent, la pression armée recule durablement. L'expérience burkinabé rappelle ainsi qu'une victoire militaire sans reprise de la vie quotidienne reste fragile et réversible. Groupe B, les observateurs du développement local. La séquence engagée met en lumière un modèle fondé sur les ressources internes plutôt que sur une dépendance immédiate à l'aide extérieure. La hausse des rendements agricoles, la réactivation des coopératives et la relance de micro-entreprises démontrent qu'un territoire profondément touché peut reconstruire une base économique minimale à partir de dynamiques de proximité. Ce modèle n'est ni idéal ni universel, mais il fournit un cadre d'analyse concret pour penser la reconstruction autrement. Groupe C, ceux qui cherchent des repères humains. Enfin, pour les observateurs sensibles aux dimensions sociales, le redressement burkinabé résonne à un niveau plus intime. Les familles déplacées qui reviennent, les enfants qui retournent à l'école, les femmes qui réorganisent les marchés, ces gestes ordinaires traduisent une résilience qui ne se décrète pas. Elle se reconstruit pas à pas dans la durée, au cœur de la vie quotidienne. En croisant ces trois regards, une idée s'impose. La transformation d'un pays commence rarement par des annonces spectaculaires. Elle s'enracine dans des mécanismes concrets, lisibles et répétés. Et c'est précisément cette banalité retrouvée qui donne à la trajectoire actuelle du Burkina Faso sa portée analytique. Pour que les dynamiques observées ne restent pas des avancées ponctuelles, mais deviennent une trajectoire durable, une structuration claire des actions à venir s'impose. La stratégie engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré peut se prolonger à travers une feuille de route en plusieurs étapes, chacune
ancrée dans des réalités mesurables et adaptées aux contextes locaux. Pour commencer, nous devons consolider durablement la sécurité. Il ne s'agit plus seulement d'intervenir, mais de maintenir une présence conjointe et continue des unités militaires et civiles dans les zones sensibles. Leur objectif est double: sécuriser les axes essentiels et instaurer une relation de confiance avec les communautés. Une zone protégée mais isolée reste vulnérable. Une zone protégée et habitée gagne en résilience. Pour commencer, nous devons stabiliser les moyens de subsistance. La priorité demeure l'agriculture. L'extension de la réhabilitation des canaux d'irrigation, l'accès aux semences et aux outils, ainsi que l'accompagnement technique des producteurs conditionnent la sécurité alimentaire. Sans production locale suffisante, aucune stabilisation ne peut s'ancrer dans la durée. La terre reste le premier pilier du redressement. Pour commencer, nous devons renforcer les structures communautaires. Les comités locaux jouent un rôle central dans la médiation des conflits, l'entretien des infrastructures et l'organisation collective. Leur consolidation permet de transformer la sécurité en cohésion sociale. Là où ces structures fonctionnent, les tensions se régulent avant de dégénérer. Pour commencer, nous devons soutenir l'activité économique locale. Les marchés doivent être consolidés, les petites entreprises accompagnées et les coopératives féminines renforcées. Ces acteurs structurent l'économie réelle et prolongent les effets des premières sécurisations. Ils transforment l'ouverture des corridors en opportunités durables. Pour commencer, nous devons suivre et mesurer les progrès. Sans indicateur clair, la stratégie perd sa lisibilité. Sécurité, production et activité économique doivent être évaluées régulièrement pour ajuster les priorités. En combinant ces étapes, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré vise une continuité. Passer d'une stabilisation fragile à un ancrage progressif, fondé sur des usages quotidiens et des institutions locales renforcées. Au moment de refermer cette trajectoire, un détail persiste. Il revient comme un fil conducteur discret, celui de ces scènes observées dans les villages du centre-nord, là où une école improvisée a rouvert et où un marché hebdomadaire a timidement repris vie. Ce motif, apparemment anodin, concentre pourtant l'essentiel de ce qui s'est joué depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Dans ces lieux, la reconstruction n'a rien de spectaculaire. Elle ne se manifeste ni par de grands discours, ni par des symboles grandioses. Elle prend la forme de bancs réparés, d'étals réinstallés, de canaux remis en eau. Chaque geste est modeste, mais leur accumulation produit un effet décisif. Elle transforme une zone sécurisée en espace vécu. Elle transforme une présence armée en stabilité sociale. Ce retour de la vie ordinaire éclaire le sens profond du redressement en cours. La paix ne s'impose pas d'en haut, elle se tisse lentement, au contact du quotidien, lorsque les habitants retrouvent la capacité d'organiser leur existence. C'est cette dynamique silencieuse, plus que toute autre, qui donne sa cohérence à la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. S'il fallait retenir une seule idée, elle serait celle-ci. La stabilité durable commence toujours au ras du sol. Le parcours du Burkina Faso montre qu'un pays peut amorcer un redressement lorsque ses habitants, ses structures locales et ses ressources propres avancent dans une même direction. Rien n'a été simple, rien n'est garanti, et pourtant une dynamique réelle s'est installée. Elle repose sur des gestes ordinaires, sur des liens reconstruits, sur des marchés rouverts et sur des terres reprises en main. Ces éléments, discrets en apparence, deviennent les briques d'une stabilité nouvelle, plus résistante que les annonces spectaculaires. Dans un contexte international marqué par des crises multiples et des tentatives de stabilisation souvent importées de l'extérieur, l'expérience burkinabé invite à déplacer le regard. Elle suggère que la reconstruction ne commence pas par des modèles abstraits, mais par la restauration de fonctions simples. Circuler, produire, échanger, apprendre. C'est parce que ces fonctions se réinstallent dans la durée que la trajectoire portée par Ibrahim Traoré mérite d'être observée avec attention, sans idéalisation ni rejet systématique. La question désormais dépasse le seul cas du Burkina Faso. Elle concerne d'autres territoires confrontés à des conflits prolongés et à des reconstructions fragiles. Quel levier mériterait d'être exploré plus en profondeur pour comprendre ce qui, ailleurs, pourrait favoriser un ancrage durable de la stabilité? Et surtout, quelles dimensions du quotidien restent encore sous-analysées dans les récits de sortie de crise?